sur tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. On n'avait pas prévu autant de chaises. Mais voilà, écoutez, c'est un grand défi qui est lancé ici par Alain Refalo, puisque dans cet univers troublé par les guerres, la violence, le défi de la non-violence se pose. Et donc, nous sommes heureux de te recevoir. Tu as fondé le centre de ressources sur la non-violence en 2003. Voilà, ça fait 21 ans. Ça commence à bien faire. Et tu as écrit aussi de nombreux ouvrages sur la non-violence. Tu nous en parleras. Et tu vas également revenir un petit peu aux origines, peut-être de ce terme, peut-être quelques grandes étapes de la non-violence. Enfin, voilà. Merci d'être là et bonne soirée à tout le monde. Merci Marie-Paul pour cette invitation et à toute l'équipe des lundis du 85. Je voudrais dédier cette conférence à un grand ami qui indirectement a joué un rôle dans la chute du mur de Berlin en 1989, qui indirectement a joué un rôle dans le printemps arabe de 2011 et qui directement a joué un rôle dans le message du pape du 1er janvier 2017 consacré à la non-violence. En 1984, son livre « Stratégie de l'action non-violente », paru en 1972, a été traduit en polonais. Et il est devenu le manuel de base de la résistance civile de Solidarność, résistance non violente au régime communiste qui fut le prélude à la révolution antitotalitaire en Europe de l'Est. Par ses nombreux voyages dans les pays arabes dès le début des années 90, invité à donner des conférences et des formations, il a contribué à la naissance de la première université arabe de la non-violence à Beyrouth en 2009, qui a formé des centaines d'activistes dans tout le monde arabe plusieurs années avant le printemps de 2011. Et en 2016, il a été invité à Rome à participer à un séminaire de plusieurs jours pour réfléchir à la place de la non-violence dans le christianisme et la doctrine de l'Église. Et ce séminaire a inspiré largement l'étonnante déclaration du pape le 1er janvier 2017 sur la non-violence, style de vie. Cet ami qui nous a quittés en décembre 2021, c'est l'écrivain et militant Jean-Marie Muller, auprès de qui j'ai eu la chance de travailler pendant plus de 35 ans. Il est venu souvent à Colomiers, notamment depuis que nous avons créé le centre de ressources sur la non-violence. Cette conférence lui est donc dédiée. À l'heure où notre actualité est emplie de violences, de guerres, de massacres, d'attentats, d'émeutes, peut-être pensez-vous qu'il n'est pas raisonnable de venir parler de non-violence. En effet, n'est-il pas inconvenant d'imaginer que la non-violence puisse nous être d'un quelconque secours, alors que rien ne semble pouvoir freiner l'étendue des violences qui ensanglantent l'humanité. Il est vrai que le mot non-violence, tout comme l'idée qu'il désigne, demeure encore largement étranger à notre culture et l'on sourit presque spontanément à leur évocation. La non-violence, malgré une histoire déjà riche, n'est pas encore perçue comme le nouveau paradigme susceptible d'enfanter un nouveau monde. L'ancien monde résiste, et sa marque la plus essentielle et la plus visible est qu'il est encore dominé par les idéologies et les forces de la violence meurtrière. La violence semble trouver chaque jour de nouvelles formes de légitimation, enfermant notre présent et notre avenir dans la fatalité de la violence et la nécessité de la violence et de la guerre. Il est alors bien possible que la violence, aussi absurde et destructrice soit-elle, est le dernier mot de l'histoire. L'accumulation d'armes de destruction massive, symbole d'une civilisation qui a perdu sa boussole, pourrait donner raison à ceux qui acquiescent à cette possibilité. Pour ma part, je veux encore croire, malgré tout, malgré les évidences de la pensée unique, que notre civilisation peut engendrer un autre imaginaire. Un autre imaginaire qui, face au péril imminent
opérerait une bifurcation régénératrice porteuse de changements significatifs, aujourd'hui insoupçonnés. Peut-être connaissez-vous la formule hegelienne du poète Hölderlin, allemand. « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Cette formule, souvent reprise par Edgar Morin, je voudrais me l'approprier pour nous convaincre que la fin de l'histoire n'est pas encore écrite. Face aux périls mortels que font peser les crises économiques, écologiques, sociales, démographiques, la question est de savoir si la non-violence peut être l'arme qui sauve, selon la belle expression de Martin Luther King. Durant cette conférence, je ne ferai pas de référence directe à l'actualité immédiate, mais vous pourrez déceler assez facilement des résonances, notamment avec la guerre en Ukraine, la tragédie à Gaza et d'autres encore. Nous pourrons bien sûr y revenir plus précisément durant notre échange. Je voudrais reprendre à mon compte cette belle formule de Jean-Marie Muller. La violence n'est pas la solution, elle est le problème. Si à la fin de cette conférence, nous pouvons convenir ensemble que le problème que nous avons à résoudre, c'est la violence, parce qu'elle n'est jamais la solution, encore moins la bonne ou la moins mauvaise solution, mais quel est le problème que nous avons à résoudre, alors nous aurons un peu avancé en direction de la non-violence. Il est vain de tenter de formuler une pensée rationnelle sur la non-violence si nous ne posons pas d'abord un diagnostic lucide et sans concession sur la violence. Et je suis convaincu que c'est la connaissance de la violence et peut-être même l'expérience vécue de la violence qui sont déterminants pour avancer vers une compréhension de la non-violence. Et mieux que cela, d'opter pour un engagement existentiel pour la non-violence. Dans ce diagnostic sur la violence, il est essentiel de repérer d'emblée que toute violence porte en elle le meurtre et la mort. C'est une constatation minimale, mais décisive. La violence n'a pas son origine dans la vie, comme on l'entend souvent, mais dans le viol de la vie. La défiguration du visage de la personne victime de la violence est la marque indélébile de la violence. La violence est donc inséparable de la souffrance qu'elle engendre inévitablement, et c'est du point de vue de celui qui l'a subie, ou celle qui l'a subie, qu'il convient d'abord de définir la violence. Et notre culture, elle occulte la dimension fondamentalement inhumaine de la violence, parce que justement, elle se place toujours du côté de celui qui exerce la violence, et surtout qui la justifie. Ce faisant, notre culture oriente notre perception de la violence et édulcore sa véritable signification. Mais la violence, elle est également inhumaine car elle meurtrit profondément celle ou celui qui l'exerce. C'est un autre angle de vue particulièrement pertinent, bien que le plus souvent refoulé. La philosophe Simone Weil a su parfaitement traduire cette double réalité de la violence. Elle écrit « Tout ce qui est soumis au contact de la force est avili, quel que soit le contact. Frapper ou être frappé, c'est une seule et même souillure. Le froid de l'acier est pareillement mortel à la poignée et à la pointe. Tout ce qui est exposé au contact de la force est susceptible de dégradation. » Alors que l'on songe à la vie des soldats au retour de la guerre, vie désormais ravagée par les troubles du stress post-traumatique, leur situation illustre à merveille l'intuition lumineuse de Simone Weil. On ne sort pas indemne de la violence que l'on inflige aux autres, surtout à la guerre. Elle est donc fondamentalement destructrice de l'humanité de l'homme, de quelque côté que l'on se trouve victime ou bourreau. Avec lucidité et raison, Simone Weil nous invitait à ne plus nous soumettre à l'empire de la violence. Cet empire gagne du terrain chaque fois que nous prêtons allégeance à la violence en lui reconnaissant un droit de cité, par facilité, par aveuglement, par lâcheté aussi. Chaque fois que nous lui accordons une quelconque justification, notre humanité recule, tandis qu'avance inexorablement l'empire destructeur de la violence. Chaque concession à la violence est une défaite de l'humanité.
Le non à la violence, c'est d'abord un non à toutes les justifications de la violence qui occultent toujours les désastres humains qu'elle implique inévitablement. La non-violence est donc une pensée qui déconstruit les représentations positives de la violence. Toutefois, faudrait-il, parce que nous refusons la violence, refuser d'agir, de résister, de se révolter? La révolte contre tout ce qui porte atteinte à la dignité, l'intégrité et l'humanité de l'homme est bien évidemment légitime. En même temps qu'elle est une contestation, nous dit Albert Camus, la révolte est aussi une affirmation. Il s'agit de résister à la mort tout en revendiquant la primauté de la vie. Camus écrit « Apparemment négative, puisqu'elle ne crée rien, la révolte est profondément positive puisqu'elle révèle ce qui en l'homme est toujours à défendre. » Et ce que l'homme découvre, c'est qu'il n'est pas seul à subir l'injustice qui motive sa révolte. C'est ainsi qu'il devient solidaire des autres auxquels il souhaite de ne plus souffrir aussi. « Je me révolte, donc nous sommes », écrit Camus, marquant ainsi la solidarité indispensable entre les hommes et les femmes confrontés au malheur de la violence. Camus écrit encore « Nous serons donc en droit de dire que toute révolte qui s'autorise à nier ou à détruire cette solidarité perd du même coup le nom de révolte et coïncide en réalité avec un consentement meurtrier. » Camus pose ainsi la question de la légitimité du meurtre et il y apporte une réponse catégorique. La liberté la plus extrême, dit-il, celle de tuer, n'est pas compatible avec les raisons de la révolte. La conséquence de la révolte est de refuser sa légitimité au meurtre puisque dans son principe, elle est protestation contre la mort. Oui, le meurtre est injustifiable et illégitime car il est contraire à l'esprit de la révolte. On ne peut donc se révolter contre la mort et ne pas être révolté contre le meurtre. Mais qui écoute Camus aujourd'hui ? La culture de la violence qui domine nos civilisations considère que la contre-violence des opprimés pour résister à la violence des oppresseurs ou à la violence structurelle des situations d'injustice est la seule voie possible. Nous en connaissons les résultats. La spirale des violences et des vengeances qui alimente les haines infinies crée un processus de destruction réciproque que seule généralement la lassitude des protagonistes finit par interrompre. Une fois la violence légitimée, la porte est ouverte à toutes les justifications possibles qui enferment l'avenir dans la fatalité de la violence. La non-violence veut briser tous les processus de justification de la violence qui sont autant de mensonges qui aliènent les consciences et les intelligences. Et en effet, le mensonge est l'autre nom de la violence. La violence instrumentale des États, des organisations terroristes, des groupes paramilitaires, de certains mouvements politiques, a besoin d'une propagande pour légitimer ces opérations, entre guillemets, ces recours à la force, ces ripostes légitimes, autant d'euphémismes qui masquent la violence de leur violence. Plus les protagonistes de la violence sont convaincus de leur bon droit, plus ils sont convaincus que l'ennemi a tous les défauts et qu'il représente une menace existentielle. Et plus ils n'auront aucun scrupule à utiliser les pires violences sans avoir conscience qu'ils participent à des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Pour que des hommes en viennent à commettre les pires atrocités, des tortures, des massacres, des bombardements sur des civils, il faut nécessairement qu'ils soient dans un état second, privé de toute capacité de raison. Le mensonge et la propagande cherchent à annihiler les forces de la conscience raisonnable qui sont un obstacle naturel à la réalisation de ces crimes. Les dissidents des pays d'Europe de l'Est, on les a un petit peu oubliés, c'est une histoire qui remonte à plusieurs décennies, nous ont admirablement montré que face aux mensonges et à la violence des puissants, seule l'affirmation de la vérité, malgré les risques encourus, pouvait ouvrir un chemin vers la libération. Toute manifestation individuelle ou collective qui rompt avec le mensonge institutionnalisé est un acte de résistance susceptible de menacer le système. Prendre la parole pour dire la vérité sans se préoccuper
de savoir si cela sera efficace ou non, témoigne non seulement de la volonté de retrouver sa dignité et son identité, mais aussi de la responsabilité et du courage en acte. Telle est la non-violence, bien loin des poncifs de l'idéologie dominante. Lorsqu'Adam Michnik, figure de l'opposition démocratique en Pologne, nous sommes dans les années 70-80, propose de définir une stratégie et une morale de la résistance, il affirme que l'action politique doit reposer d'abord sur la recherche de la vérité et non pas sur la recherche de l'efficacité, car cette dernière est une forme d'impatience synonyme de violence. La non-violence et la vérité sont les deux faces d'une même médaille, soulignait d'ailleurs Gandhi, ce qui signifie que la violence et le mensonge sont également les deux faces de la même médaille. Laquelle de ces deux médailles voulons-nous porter ? La réflexion sur la fin et les moyens, inhérente au choix de la violence ou de la non-violence, est décisive. Lorsque la meilleure des fins justifie les pires moyens qui portent atteinte à l'humanité de l'homme, nous savons que cette fin est hors de portée et que ces moyens se font l'auxiliaire de tragédies humaines irréparables. La révolte légitime contre l'injustice, qui finit par consentir aux moyens meurtriers, se nie comme révolte, puisqu'elle transgresse l'idéal qu'elle exprime sincèrement dans son premier mouvement. Et sur ce point, il est intéressant de souligner que les dissidents des pays d'Europe de l'Est, qui avaient à cœur de construire une société démocratique, avaient parfaitement conscience que la violence serait inopérante face au totalitarisme, mais surtout qu'elle serait incompatible avec l'idéal d'une société démocratique. Ils n'ont eu de cesse de rechercher des moyens démocratiques de lutte au service de la démocratie. L'action non violente des dissidents a été une action de rupture avec l'ordre totalitaire, c'est-à-dire avec le mensonge des moyens de la violence qui trahissent l'idéal toujours repoussé dans un avenir inaccessible. Notre culture valorise la violence, qui est toujours associée au courage de celle ou celui qui prend les armes pour défendre la justice, pour résister à l'envahisseur, pour protéger les siens. Notre culture nous somme de choisir entre la violence et l'inaction, entre la violence et la lâcheté. Elle ne laisse place, si ce n'est à la marge, à aucune autre attitude. Dès lors, celui ou celle qui refuse la violence est immédiatement soupçonné de vouloir se résigner, d'être passif et même d'être lâche. Et pourtant, la non-violence dans l'histoire a montré qu'elle était une autre voie, alternative à la violence et à la lâcheté. Pas seulement un témoignage pour l'éternité, mais une force organisée, capable d'efficacité. Définitivement, la non-violence n'est pas assimilable au pacifisme tel que nous l'entendons communément. Le pacifisme traditionnel dénonce avec justesse les horreurs de la guerre et la guerre, mais ne propose généralement pas d'alternative à la guerre pour défendre la justice, la paix, la liberté. C'est sa faiblesse intrinsèque. La non-violence cherche toujours une alternative à la violence dans une action résolument offensive et sans concession. Jamais elle ne prête le flanc au défaitisme. Ainsi, le choix n'est pas entre l'inaction qui déserte l'histoire et fait le jeu de la violence, et l'action qui doit nécessairement consentir à la violence et au meurtre. Le choix est entre l'inaction, la violence et la non-violence. Et cela change toute la perspective. Romain Rolland, l'un des tout premiers en Occident à s'être mis à l'écoute de Gandhi, avait bien compris la différence entre la non-violence et le pacifisme tel qu'il pouvait s'exprimer à son époque. Nous sommes un peu avant la Première Guerre mondiale. Notre non-violence, écrit-il, est le plus rude combat. Le chemin de la paix n'est pas celui de la faiblesse. Nous sommes moins ennemis de la violence que de la faiblesse. Rien ne vaut sans la force, ni le mal ni le bien. Ainsi, la paix ne saurait être seulement l'absence de guerre, car elle se construit au cœur des conflits réels. Et dans son introduction aux écrits de Gandhi en 1924, Romain Rolland insiste sur la puissance de cette arme nouvelle qui brise les tanks et les canons. Elle n'a donc rien à voir avec ce qu'on appelait à l'époque la résistance passive ou le pacifisme. Il ajoute « Il n'y a pas un grain de passivité dans l'être d'un Gandhi. Tout est action directe.
Elle ne lui paraît pas seulement nécessaire pour la victoire d'une cause ou d'une idée, elle est même un bienfait pour celui qui l'emploie. Une hygiène de l'âme. Elle lui donne de l'équilibre, le sentiment de sa force. Elle le préserve de la rancune amère et impuissante. Certes, Romain Rolland reconnaît que le remède est héroïque et n'est pas exempt de souffrance. Mais la souffrance fait aussi partie des lois de la vie. Le remède n'est donc pas contre nature. Quelques années plus tard, Emmanuel Mounier est soucieux que la non-violence s'incarne dans une technique d'action politique, d'action pratique. Le père du personnalisme veut se démarquer d'un certain idéalisme qui rechigne à affronter la dureté des conflits et qui préfère se réfugier dans la spiritualité loin des épreuves de l'existence. Il en vient ainsi à formuler une définition de la non-violence qui se distingue clairement du pacifisme. Il écrit « La non-violence n'est pas un état de tranquillité que l'on atteint en deçà de la violence. Elle est un état de maîtrise et de tension toujours instable, toujours menacé, que l'on conquiert par-delà la violence. » Il ajoute « Seul celui qui est capable de violence et par-dessus le marché de réfréner sa violence est capable de non-violence. » La spiritualité bien comprise ne doit donc pas esquiver les conflits. Gandhi disait que d'un soldat, il pouvait en faire un non-violent, mais impossible avec un lâche. La non-violence, à rebours de la culture dominante, nous propose ainsi de revisiter la notion de courage, trop systématiquement associée à la violence et à la guerre. Gandhi, d'ailleurs, considérait l'intrépidité comme l'une des principales vertus de l'homme fort. Lorsque l'homme se libère de la peur qui lui conseille soit la fuite, soit la violence, il renonce à la violence et aux armes et affronte l'adversaire sans autre protection que sa propre vulnérabilité et sa volonté désarmée. L'homme fort est celui qui ne cède pas à la tentation de la violence. Il est celui qui veut agir de façon éthique et responsable pour réellement transformer l'ordre injuste, sans trahir sa propre humanité, sans insulter l'avenir. Libéré de la violence considérée comme un inconvénient, il décuple en pensée et en action son potentiel de résistance. Le jour où notre civilisation considérera la violence non comme un atout, non comme une force, non comme une nécessité inexorable, non comme un droit de l'homme, mais comme un handicap particulièrement invalidant, la révolution sera accomplie, car alors l'évidence de la non-violence s'imposera. Dans les images d'Épinal véhiculées par la culture dominante sur la non-violence, il y a cette vision que la lutte non-violente aurait pour objectif de convertir l'adversaire à la justesse de la cause défendue, qu'il suffirait de se présenter devant lui désarmé pour qu'il change d'attitude. Rien n'est plus faux que cette image. De même, il serait vain de considérer que le dialogue serait suffisant pour trouver des compromis acceptables. Ce qui caractérise une situation d'injustice, c'est précisément l'impossibilité du dialogue entre oppresseurs et opprimés. C'est l'impossibilité de convaincre l'oppresseur par des arguments rationnels. Lorsque Martin Luther King et ses amis lancent en 1955 le boycott des bus de la ségrégation à Montgomery, ils pensent que très rapidement, ils vont pouvoir convaincre les Blancs de la justesse de leur cause. J'avais escompté, écrit Martin Luther King, que les privilégiés allaient renoncer à leurs privilèges sur simple demande. Cette expérience devait me servir de leçon. Je compris enfin que personne ne renonce à ses privilèges sans opposer de résistance. Après l'échec des premières négociations, où Martin Luther King comprit que les dirigeants de la compagnie d'autobus ne feraient aucune concession, il reconnaissait avoir fait preuve d'un optimisme que rien ne justifiait. Le boycott se poursuivra pendant un an, plus d'un an, et c'est lorsque la compagnie fut au bord de la faillite que ses dirigeants furent contraints de négocier et que la ségrégation dans les bus fut abolie. Plusieurs années après cet événement, Luther King affirmera « Si l'histoire a quelque chose à nous enseigner, c'est que le mal est par nature farouche et récalcitrant, et qu'il ne lâche jamais volontairement prise sans livrer au préalable une résistance quasi fanatique. Il faut le contrecarrer constamment, lancer contre lui chaque jour et sans relâche les coups de bélier de la justice.
Il serait fallacieux de s'imaginer que seul le recours à l'éthique et à la persuasion parviendront à faire régner la justice. Non pas qu'il soit inutile d'en appeler à la morale, mais il faut en même temps prendre appui sur une force de contrainte réelle. Ainsi, la non-violence cherche à créer un rapport de force dans le but de rétablir l'équilibre des forces là où existait le déséquilibre. C'est ce déséquilibre qui fait la force de l'oppression et la faiblesse des opprimés. En prenant le chemin de la lutte non-violente, les opprimés engagent une épreuve de force avec les forces de l'injustice en cherchant à les contraindre à défaut de les convaincre. Ainsi, la non-violence n'est pas seulement une force d'âme, comme le disait Gandhi, mais une force d'action politique, une force qui met en œuvre un arsenal de méthodes de lutte qui s'inscrit dans une stratégie élaborée, planifiée, mise en œuvre dans le but de priver l'adversaire des ressorts qui fondent son pouvoir. Lorsque le peuple, délivré de sa peur, prend le parti de refuser l'allégeance et la soumission que le pouvoir exige de lui, celui-ci s'écroule comme un château de cartes car ses fondements sont ébranlés. Chacun conviendra que le mur de Berlin ne s'est pas effondré tout seul, ni sous l'effet d'ailleurs des armes occidentales, nos armes, mais bien grâce à la mobilisation de la société civile est-allemande dans une dynamique de résistance qui ne devait rien à la force des armes. Le pouvoir du peuple qui désobéit en masse est l'autre nom de la non-violence en acte. La non-coopération, puisque c'est le terme forgé par Gandhi, est en effet l'axe stratégique central d'une action non violente de masse qui vise à priver le pouvoir d'État oppressif du soutien dont il a besoin pour maintenir sa politique oppressive, contraire aux besoins de la majorité. Gandhi disait « Nous devons combattre le mal en cessant d'aider directement ou indirectement celui qui fait le mal. Lorsqu'un gouvernement commet une grave injustice, celui qui en est le sujet doit lui retirer sa coopération, entière ou partielle, jusqu'à ce qu'il l'ait amené à renoncer à son injustice. » Pour Gandhi, la non-coopération était une exigence à la fois morale et politique lorsqu'il s'agissait de faire face à un système malfaisant comme l'était l'Empire britannique. Cette stratégie avait pour objectif non pas de convaincre les Britanniques, mais de les contraindre. Toutefois, le non de non-violence, incarné par la non-coopération et la désobéissance civile, qui atteste qu'il s'agit bien d'un non de résistance et non pas d'un non de négation de la violence, c'est aussi un oui à d'autres possibles qu'il convient de mettre en œuvre ici et maintenant sans attendre le grand soir. La puissance de la non-violence, outre qu'elle peut être en capacité de mobiliser le nombre dans une lutte populaire et démocratique, s'exprime également par la force de son projet alternatif qui préfigure le monde qui vient. Le programme constructif qui permet à chacune et à chacun d'agir dès le temps de la lutte pour bâtir l'alternative est un espace de canalisation de l'agressivité et de la colère nécessaires à la lutte. La dimension positive de la non-violence est rendue visible par l'action constructive immédiate. Ainsi, on pourrait dire qu'avec la non-violence, le grand soir a lieu tous les matins. Il ne s'agit plus d'attendre la révolution pour envisager le changement. Le changement commence dès le temps de la lutte. C'est aussi ce qui donne à la non-violence son caractère éminemment progressiste. Le génie de Gandhi, outre d'avoir été le premier à expérimenter à une grande échelle la résistance non-violente par la non-coopération et la désobéissance civile, et d'avoir eu l'intuition que cette résistance devait comprendre une dimension positive et constructive. Son objectif, c'était de chasser, certes, l'occupant britannique, les soldats britanniques de son pays, mais son but surtout, c'était d'apprendre aux Indiens à se gouverner eux-mêmes et à devenir autonomes, dès le temps de la lutte. Gandhi avait parfaitement conscience que le départ des Britanniques n'entraînerait pas de changement significatif pour la population si les méthodes de gouvernement restaient les mêmes. C'est pourquoi il insistait pour que l'action de non-coopération contre l'occupant se conjuguât avec le programme constructif qui permettait aux Indiens d'apprendre à gérer directement leurs propres affaires. Nous avons parfois du mal à percevoir la pertinence de la lutte non violente, car nous sommes habitués à concevoir l'affrontement entre deux personnes, deux groupes,
comme un combat à armes égales, où les adversaires disposent de moyens de violence équivalents. Et si l'un des adversaires renonce à utiliser ces moyens classiques, la lutte, le combat nous paraît inégal. Le déséquilibre nous semble évident. Et nous pensons spontanément que celui qui a les moyens de la violence ne fera qu'une bouchée de celui qui ne les a pas. Or, le concept de combat non violent implique une dissymétrie entre les moyens de l'oppresseur et ceux de l'opprimé. Et l'histoire nous montre que cette dissymétrie des moyens peut tourner à l'avantage de ceux qui ont fait le choix d'une autre stratégie. Une stratégie qui vise non pas à écraser l'autre, à le réduire, à l'éliminer, ça c'est notre actualité, mais une stratégie qui vise à s'attaquer aux véritables racines de l'injustice. Cette stratégie a aussi été utilisée dans des contextes où il semblait impossible que la non-violence puisse jouer un quelconque rôle. Alors, un certain stratège et historien britannique, Basil Henry Liddell Hart, après la Seconde Guerre mondiale, a fait une enquête auprès des généraux allemands qu'il a pu rencontrer. Voici ce qu'il écrit en 1967 dans le cadre d'un ouvrage collectif. Les formes violentes de résistance n'avaient pas été très efficaces ni gênantes pour eux, sauf dans les territoires vastes ou des zones montagneuses. Leurs témoignages montraient aussi l'efficacité de la résistance non violente telle qu'elle avait été pratiquée au Danemark, en Hollande et en Norvège, et dans une certaine mesure en France et en Belgique. Plus claire encore était leur incapacité à lui tenir tête. Ils étaient experts en violence et avaient été formés à s'occuper d'adversaires qui employaient cette méthode. Mais d'autres formes de résistance les déconcertaient, et ce, en proportion de la subtilité et de la dissimulation des méthodes. C'était un soulagement pour eux, lorsque la résistance devenait violente, et lorsque les formes non violentes étaient mêlées à l'action de guérilla, rendant ainsi plus facile la combinaison d'actions draconiennes de répression contre les deux en même temps. Alors que le recours à la violence donne souvent l'illusion d'une possible efficacité à court terme, ce recours occulte totalement les conséquences à moyen et long terme. Or, l'efficacité de la non-violence n'est pas forcément immédiate. Elle peut parfois se jauger sur du long terme. De nombreuses luttes non-violentes ont obtenu des victoires significatives dans la durée. Mais cette durée est somme toute relative. Si l'on considère que le choix de la violence fait souvent perdurer les conflits sur une durée beaucoup plus longue, avec des conséquences humaines souvent dramatiques. L'échec de la violence se mesure finalement à la quantité de destruction, de blessés, de morts qu'elle provoque fatalement durant le conflit, qui ne trouve généralement de solution politique plus ou moins durable que lorsque les protagonistes abandonnent par lassitude le recours à la violence. Oui, la violence, comme le disait Jean-Marie Muller, n'est pas la solution, elle est le problème. La violence se veut réaliste. Mais en réalité, n'est-ce pas la non-violence qui l'est davantage ? On affuble trop souvent la non-violence du qualificatif d'utopique. Mais n'est-ce pas la violence qui est utopique ? Tant il existe un fossé entre les intentions qu'elle affiche et les résultats réels dont elle peut se prévaloir. L'ivresse que procure la violence, surtout lorsqu'il s'agit de défendre une cause juste, ne rend-elle pas aveugle et sourd, au point d'oublier tous les échecs, et ils sont nombreux, de la violence dans l'histoire ? Comment se fait-il que nous ne sachions pas tirer les leçons de l'histoire, et que notre foi en la violence demeure aussi intacte après tant de guerres, de massacres, de génocides ? Chaque génération refait l'expérience de la violence, dans l'ignorance de ses conséquences, de ses mensonges, de ses échecs, de ses trahisons et de ses tragédies. La violence n'est pas la solution, elle est le problème. Si nous prenons le temps d'analyser les situations de conflit entre oppresseurs et opprimés, entre un État dictatorial et une population qui veut retrouver sa liberté, nous pouvons constater que très souvent, la capacité de violence des oppresseurs est toujours démesurément plus grande que la capacité de violence des opprimés.
Quand bien même la violence apparaît inévitable, nécessaire ou légitime aux opprimés, il s'avère que bien souvent, elle ne fait que renforcer le système répressif de l'État oppresseur. La violence peut apparaître comme une force de libération, mais dans les faits, elle devient une force de régression qui amplifie l'oppression du pouvoir. Léon Tolstoï, on sait que Léon Tolstoï a été d'une grande influence sur Gandhi par ses écrits spirituels, politiques. Tolstoï, lorsqu'il s'adresse à des travailleurs en 1902, donc en Russie, déclare « En cherchant à opposer la force à la force, vous agissez, vous autres ouvriers, comme un homme ligoté, qui, pour se libérer, tirerait sur les cordes qui le lient. Il ne parviendrait qu'à resserrer davantage les nœuds qui l'entravent. Il en est de même quand vous tentez de recouvrer par la force ce qu'on vous ôte par la force. » Non, la violence n'est pas une stratégie pour le changement, car elle fait partie du système dominant et ne peut que le renforcer. Le 9 novembre 1989, c'est une date qui vous parle ? Oui. Ce fut la victoire de Gandhi sur Lénine, la victoire de la non-violence sur la violence institutionnelle du système totalitaire soviétique. Une caste imposait son pouvoir au plus grand nombre depuis des décennies, bravant la peur, sortant de sa résignation, la société civile avait acquis la conviction que la seule voie possible était celle de l'éthique et du pragmatisme de la lutte démocratique. Contre Lénine et sa révolution par la violence, les citoyens berlinois et leurs leaders avaient la certitude qu'on ne pourrait sortir du totalitarisme et construire une société démocratique qu'avec des moyens démocratiques, c'est-à-dire non violents. Le pouvoir n'était pas au bout du fusil. Mais face au fusil du pouvoir, la seule option était d'affirmer son propre pouvoir. Le pouvoir du peuple qui dit non massivement et qui, ce faisant, brise le pouvoir de l'État totalitaire. Ce sont bien les méthodes de Gandhi basées sur la non-coopération de masse qui ont permis l'effondrement du système totalitaire. Les dissidents, d'ailleurs, dès les années 60-70, n'avaient de cesse de se différencier de ceux qui avaient réalisé la révolution d'octobre. Nous ne voulons pas faire comme eux, disait-il. Nous ne voulons pas être comme eux. Dans son ouvrage « Le pouvoir des sans-pouvoirs », Václav Havel insiste sur la cohérence entre la fin et les moyens, qui était la ligne de force de la pensée et de l'action de Gandhi, en affichant sa volonté de vivre dans la vérité, c'est-à-dire l'authenticité de la pensée et de l'action au service de la dignité humaine. C'était dit autrement la phrase clé de Gandhi lorsqu'il martelait que la non-violence et la vérité étaient les deux faces d'une même médaille. Le drame de la non-violence, c'est qu'elle est largement inorganisée, tandis que les forces de la violence continuent de bénéficier d'investissements considérables. Lorsqu'un conflit survient, quelles sont les forces disponibles et opérationnelles ? Pour les États, seules comptent les forces de la violence armée lorsque la diplomatie échoue à trouver les voies d'une solution négociée au conflit. Que reste-t-il aux citoyens, et tout particulièrement à ceux qui sont convaincus de la nocivité de la violence et de la guerre ? Faut-il se résigner et accepter la logique des États qui recourent à la force armée ? Ou faut-il continuer à défendre une option certes préférable, mais pas forcément opérationnelle ? Comment agir dans le présent de façon responsable sans trahir ses convictions ? Tel est le dilemme auquel nous resterons confrontés pendant longtemps sans que nous puissions lui apporter de réponse satisfaisante. C'est pourquoi tout investissement dans la non-violence dès aujourd'hui est facteur de progrès à moyen et long terme. En repoussant ces investissements indispensables à demain, nous enfermons notre histoire dans la fatalité et la spirale des violences et des guerres. Alors, à ce stade de notre réflexion, une question se pose. Face aux forces de mort qui dominent, menacent et ensanglantent l'humanité, où sont les forces de vie ? N'y a-t-il donc plus rien à espérer dans ce monde où l'homme est un loup pour l'homme ? Edgar Morin, dans son livre « Pour sortir du XXe siècle » paru à l'aube du nouveau siècle, écrit « Nous sommes non aux portes de l'âge d'or, mais au cœur de l'âge de fer planétaire. Non dans l'ère des Lumières,
mais dans la préhistoire de l'esprit humain. La guerre en Ukraine, la tragédie israélo-palestinienne, le regain de tensions internationales, les bouleversements climatiques, démographiques donnent certainement encore du crédit à cette affirmation. Je voudrais pourtant croire que ce constat pessimiste, mais ô combien réaliste, formulé il y a plus de 20 ans, pourrait être légèrement nuancé aujourd'hui, en ajoutant que malgré cet âge de fer qui persiste, des étincelles d'espoir inattendues sont apparues depuis plus de 20 ans qui nous invitent à penser que le temps de la non-violence est enfin venu. Quelques exemples. L'ONU, depuis plusieurs décennies, est devenue un promoteur actif de la non-violence à l'échelle internationale. Le 10 novembre 1998, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé à l'unanimité la période 2001-2010 comme la décennie internationale de la promotion de la culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde. Dans ses attendus, elle considère qu'une culture de la non-violence et de la paix favorise le respect de la vie et de la dignité de chaque être humain, sans préjugés ni discrimination d'aucune sorte. Cette résolution en particulier invite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et de la paix soit enseignée à tous les niveaux de leurs sociétés respectives, y compris dans les établissements d'enseignement. Ça, c'était le 10 novembre 1998. Quelques années plus tard, le 15 juin 2007, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution déclarant le 2 octobre, jour de la naissance de Gandhi, la journée internationale de la non-violence. Les États membres sont invités à célébrer de façon appropriée la journée internationale de la non-violence et à diffuser le message de la non-violence, notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation. Ce qui est remarquable dans cette résolution, c'est qu'elle affirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance et de compréhension et de non-violence. En proposant la résolution à l'Assemblée générale au nom de ses 140 co-auteurs, le ministre des Affaires étrangères indien cite les propos de Gandhi. La non-violence est la plus grande force que l'humanité ait à sa portée. Elle est plus puissante que l'arme la plus destructive inventée par l'ingéniosité de l'homme. À la suite de ces résolutions étonnantes et encourageantes qui témoignent de l'intérêt croissant pour la non-violence sur le plan international, de nombreuses initiatives locales ou nationales ont vu le jour. Ici, à Colomiers, on a créé en 2003 le Centre de ressources sur la non-violence, quelques années donc dans le cadre de cette décennie. Je vais en évoquer quelques-unes, surtout dans des régions ou des pays qui ont parfois été durablement marqués par des violences intestines que l'on croyait impossibles à juguler. Depuis 20 ans, donc, plusieurs événements sont survenus qui sont autant de signes que la non-violence commence à faire son chemin dans les esprits. En avril 2011, la Fondation de Corse, AFC Oumani, lance un programme novateur « Devenir artisan de la non-violence ». Corse. Malgré le risque pris par les organisateurs de faire sourire la médiasphère et d'affronter une opinion dubitative, ce programme inédit a fait son chemin. Le leader du groupe musical I Muvrini, Jean-François Bernardini, s'implique pleinement dans ce projet avec le soutien du mouvement pour une alternative non violente. Le 14 juin 2013, à Bastia, événement impensable il y a encore quelques années, est organisé un colloque sur le thème « La non-violence, une voie pour le XXIe siècle ». Depuis, des centaines de journées de formation, d'initiation, de rencontres ont été organisées par la Fondation Oumani, notamment dans les établissements scolaires. Une dynamique exceptionnelle et ô combien symbolique dans cette région qui a souvent fait la une à cause du terrorisme. En réalité, comme aime à le rappeler Jean-François Bernardini, la Corse renoue avec une règle de vie ancestrale qui n'a jamais été oubliée. Mieux vaut mourir que tuer. Je vous annonce que Jean-François Bernardini sera là à Colomiers le 2 octobre pour une conférence publique, probablement à la salle Sadgé de Colomiers. Nous l'avons invité. Il rencontrera des lycéens du lycée professionnel Eugène Montel dans la matinée. Un autre signe des temps nous emmène au Liban, un pays qui a connu les affres de la guerre civile.
En 2014, voit le jour la première université académique pour la non-violence et les droits humains, baptisée Honor, dans le monde arabe. Fruit d'un long travail de terrain mené par des militants de la non-violence dans les années 80, tout particulièrement par les pionniers de la non-violence dans le monde arabe que sont Ogarit Younan et Walid Slaibi, dans un pays qui a été profondément marqué par la guerre civile, cette université dispense des cours et des formations pour les étudiants de tout le monde arabe. Elle bénéficie d'un réseau de partenaires et de collaborateurs sur le plan international. Et Jean-Marie Muller, dont j'ai parlé au début, a effectué une douzaine de séjours prolongés au Liban et a apporté sa contribution au développement de cette université. En 2018, l'université Honor a signé un contrat avec le ministre de l'Éducation nationale libanais pour introduire officiellement la non-violence dans le parcours éducatif de la maternelle aux classes secondaires. Parmi les inattendus de la non-violence, également en ce début du XXIe siècle, figure l'étonnante prise de position du pape François le 1er janvier 2017. Ce jour-là, le pape consacre son allocution annuelle à la non-violence, style d'une politique pour la paix. Tout son message est centré sur cette idée forte: une véritable politique de paix à tous les niveaux doit se fonder sur la non-violence. La construction, dit-il, la construction de la paix au moyen de la non-violence active est un élément nécessaire et cohérent avec les efforts permanents de l'Église pour limiter l'utilisation de la force par les normes morales. La partie la plus novatrice du message de François concerne la mise en avant de l'action non violente, dont j'ai un peu parlé dans ma conférence, comme méthode de lutte dans les conflits pour la justice. Jusqu'à maintenant, les papes avaient surtout insisté sur la dimension éthique et personnelle de la non-violence. François rappelle tout d'abord que la non-violence ne saurait être confondue avec la capitulation, le désengagement, la passivité. Il fait l'éloge de la non-violence pratiquée avec détermination et cohérence, qui a donné des résultats impressionnants dans de nombreux pays. À l'appui de cette affirmation, il évoque les succès de 3 grandes personnalités du combat non-violent, elles-mêmes issues de 3 religions différentes. En premier lieu, le Mahatma Gandhi, hindou, principal artisan de la libération de l'Inde. Un autre moins connu, Khan Abdul Ghaffar Khan, musulman, qui a mené un combat non violent contre la domination britannique dans une région qui est devenue une partie du Pakistan. Puis Martin Luther King, chrétien, donc leader historique du combat des Noirs pour les droits civiques aux États-Unis. Ce ne sont que quelques signes des temps, il y en a bien d'autres. Le Irak, en Algérie, le mouvement Femmes, Vie, Liberté en Iran, en sont encore d'autres. L'Afrique, aujourd'hui, est également une terre où prospère la non-violence, sans faire la une de l'actualité. L'actualité s'intéresse à la violence. On ne compte plus le nombre d'associations pour la non-violence, tant du côté chrétien que musulman, qui luttent contre la corruption, promeuvent une éducation à la non-violence, redonnent une dignité aux femmes battues, s'investissent dans des réconciliations interethniques, s'organisent contre les dégâts humains et environnementaux perpétrés par des multinationales. Nombre d'associations s'engagent également dans les luttes sociales et politiques, creusant ainsi un large sillon duquel émerge une véritable culture de la non-violence dans la sphère publique. J'en arrive à la conclusion. Il n'en sera pas une. Nous savons désormais que face à la violence instituée, la contre-violence est inefficace et renforce le système dominant. Nous avons appris que la non-violence est en capacité de briser la spirale infernale des haines et des vengeances responsables de tragédies humaines. La non-violence dans ce monde offre une espérance à tous les humiliés, les opprimés, les victimes et les exclus. Non pas l'espérance d'un avenir meilleur, mais la possibilité d'une méthode d'action radicale qui leur redonne du pouvoir sur eux-mêmes et sur les autres. Pas une belle théorie, mais une praxis incarnée dans des luttes populaires. La révolution à venir, c'est ma conviction, c'est de croire qu'il est possible de sortir de la fatalité de la violence et de la guerre, de croire qu'il existe une alternative non violente à la résignation et à la violence. Une autre histoire est possible, à condition que nous le décidions et que nous sachions où se trouve notre devoir en humanité. Quel est notre devoir ? Notre devoir est de déconstruire toutes les idéologies du meurtre et de la violence légitime qui trompent les hommes et engendrent leur malheur.
Notre devoir est de résister à toutes les propagandes haineuses et les obsessions identitaires qui visent à exclure, discriminer, mépriser, violenter les étrangers, les migrants, les réfugiés. Notre devoir est de refuser toute légitimation aux institutions étatiques de la violence qui prétendent nous protéger. Notre devoir est de démilitariser et désarmer nos consciences en considérant comme inutiles et néfastes toutes les institutions militaires qui ne sont que des jouets mortifères entre les mains des États, démocratiques ou non. Mais nous ne sommes pas naïfs. Celles et ceux qui choisissent l'option fondamentale de la non-violence devront encore affronter pendant longtemps les moqueries, les railleries, les incompréhensions, les critiques, et sans doute les résistances de celles et ceux qui sont convaincus que la violence reste le moteur de l'histoire, qu'elle est inévitable et justifiable, qu'elle fait partie de l'ordre des choses, qu'elle est tout autant nécessaire que légitime. Pendant longtemps, ils et elles et ils, devront résister pour faire entendre une autre voix, afin de tracer une autre voie. Celles ou ceux qui croient à la non-violence devront encore prendre sur elles ou sur eux pour surmonter toutes les tensions que porte ce choix existentiel et tous les arguments éculés qu'on leur opposera dans des débats toujours recommencés. Ma conviction la plus profonde, en dehors de tout idéalisme malvenu, c'est d'affirmer que la non-violence exprime aujourd'hui, davantage encore qu'hier, l'humanité véritable qui ne renonce pas, qui n'abdique pas, qui résiste obstinément et qui construit patiemment par des moyens de vérité qui anticipent la fin en devenir une civilisation humaine débarrassée de ses illusions mortifères. Cette conviction qui offre un espace où la non-violence peut s'exprimer et déployer ses potentialités ne vaut pas prédiction. Si le probable reste le pire, il subsiste tout de même une minuscule étincelle qui attise l'espérance fragile que les forces de la haine et de la violence ne finiront pas par triompher. Rien n'est encore écrit, mais les échecs de la violence, malgré sa position culturellement dominante, doivent encourager les partisans de la non-violence, doivent nous encourager à ne pas renoncer à vouloir écrire une autre histoire. Aurons-nous la volonté, le courage d'écrire une nouvelle page d'histoire, une histoire empreinte de sagesse et d'humanité? Je vous remercie de votre attention. Place aux questions. Mais nous, en tant que chrétiens, on devrait être non-violents. Nous sommes-nous? Alors c'est une question, je suppose, pour une remarque pour rappeler que l'essence du christianisme, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, est effectivement, si on l'a bien lu, bien compris, basée sur la non-violence, que l'on nomme amour dans les évangiles. Le témoignage du sage de Nazareth est certainement et indiscutablement un témoignage de non-violence. Même quand il chasse les marchands du temple. Il prend un fouet, mais il n'est pas écrit qu'il frappe sur les marchands du temple. Il renverse les tables. Il les fait fuir. En fait, il crée le conflit. Il pose le conflit. Le conflit de ce temple qui est utilisé par des marchands alors que ça devrait être un lieu de prière, un lieu de recueillement. Donc il les chasse. Ce qui prouve que, y compris chez Jésus, on a de la colère. On a du conflit. Et puis tout son parcours, toutes ses paroles, le sermon sur la montagne, les béatitudes, enfin, c'est quand même... il n'y a nulle trace, nulle justification à aucun moment de la violence. Alors après, on ne va pas faire toute l'histoire qui suit, parce que là, c'est l'histoire des violences religieuses,
la façon dont l'Église a contribué aussi à dévoyer, pour une grande part, le message originel. Mais on peut continuer à en parler s'il y a d'autres questions sur ce point-là. Mais il est évident que le témoignage essentiel de Jésus est un témoignage d'amour et de non-violence. Merci. Très intéressant. J'avais lu il y a bien longtemps l'Évangile de la non-violence de Jean-Marie Muller. Alors, merci de l'avoir bien sûr évoqué, plus qu'évoqué. Je pensais simplement par rapport au conflit, entre autres, par exemple, le conflit en Ukraine et l'agression de la Russie, cette méthode d'action non violente, cette praxis, une fois qu'il y a agression, comment l'utiliser de la part des agressés? Merci. Alors, on commence à aborder, dès la deuxième question, la question de l'Ukraine. Donc, on rentre très vite dans le dur. Mais c'est inévitable. Et après, il y aura une question sur Israël-Palestine, inévitablement. Alors, j'essaye de voir par quel bout je vais pouvoir prendre la question pour ne pas être trop long et rester quand même dans le sujet. Il est arrivé dans l'histoire que l'Union soviétique, après tout, c'est dans la même sphère géographique, envahissent des pays. Je pense particulièrement à la Tchécoslovaquie en 1968. Et spontanément, la population de Prague, notamment, a offert une résistance civile, une résistance non violente face aux tanks. Et le journaliste du Monde, au bout d'une semaine, était obligé d'écrire. Il était obligé dans le sens où il était convaincu par ce qu'il a vu que cette résistance était d'une efficacité extraordinaire, dans la mesure où elle démoralisait totalement les soldats soviétiques à qui on avait dit qu'ils allaient combattre le méchant impérialiste américain, etc. Et en fait, ils ont vu qu'il y avait simplement une population en face d'eux qui était avide de liberté, le printemps de Prague, quelques mois auparavant. Et donc, cette résistance non violente des Tchèques en 68, eh bien, c'est devenu un objet d'étude parmi d'autres résistances civiles, au point que des chercheurs dans les années 60 et 70 ont commencé à travailler sur l'hypothèse d'une défense civile non violente à opposer à l'échelle d'une nation face à l'agression de forces militaires étrangères. Donc il y a eu de nombreuses études, de nombreuses recherches, il y a même des gouvernements qui se sont intéressés à ces recherches, y compris le gouvernement français de 1983. Mais aucun pays n'a mis en place une stratégie de défense civile non violente à opposer en cas d'agression. Le paradigme dominant, ça reste quand même que face à une agression extérieure, seule la résistance armée, militaire, est possible et efficace. Alors, en Ukraine, dès le mois de mars 2022, on a vu apparaître ici ou là, parallèlement au choix qui a été fait par la majorité des Ukrainiens et par le gouvernement ukrainien d'une résistance militaire, parallèlement, il y a eu des actions, des initiatives de résistance civile. Le problème avec la résistance armée, c'est que tout le monde n'a pas d'armes et tout le monde aimerait bien résister. Et donc, le fait que certains aient envie de défendre leur nation, leur pays, alors qu'ils n'ont pas d'armes, c'est une question qui se pose. Et donc, on trouve des moyens de s'affirmer, de résister, qui peuvent paraître dérisoires, évidemment, parce qu'ils sont spontanés, parce qu'ils sont très localisés. Mais on a eu des exemples de résistance civile en Ukraine. Bon, aujourd'hui, 2 ans après, est-ce qu'on peut parler d'une efficacité de la résistance militaire, de la résistance armée? Tout dépend de quel côté on se place, de quel angle de vue on prend.
Moi, ce que j'ai envie de dire surtout, c'est qu'il faut tout faire à l'échelle internationale aujourd'hui, et l'ONU ne joue pas son rôle pour faire cesser ce conflit, pour faire cesser cette guerre. Quand on sait qu'il y a à peu près 1000 soldats, peut-être plus, par jour, qui meurent, et que ça ne suscite aucun effroi, comme on peut l'être quand il y a un attentat terroriste avec 100 ou 150 personnes qui meurent d'un coup. 1000 soldats chaque jour, depuis 2 ans. Comment encore en 2024 on peut tolérer, on peut accepter ça? Comment l'ONU peut-elle être aussi impuissante à intervenir et à s'organiser alors qu'elle a été créée précisément pour faire en sorte que les conflits entre les nations puissent trouver une résolution par les voies de la médiation, de la discussion? Mais aujourd'hui, je pense que le seul objectif qui devrait tous nous motiver, nous mobiliser, y compris les États, c'est de faire cesser cette guerre, de la faire cesser, et de négocier et de discuter. Ça ne veut pas dire que tout sera comme avant, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? 1000 soldats par jour. Est-ce qu'on peut tolérer, est-ce qu'on peut accepter ça aujourd'hui? Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire par rapport à la question sur l'Ukraine. Je vais faire un petit saut dans le temps. Moi, j'ai en mémoire les 2 guerres mondiales. Voilà. Je pense à mon grand-père qui était tout à fait non violent, qui aurait applaudi des 2 mains à tout ce que vous avez dit. Bien sûr qu'on ne peut peut-être qu'être d'accord avec tout ça, mais qui a été obligé de tuer baïonnette au canon. C'était un traumatisme qu'il a traîné toute sa vie, le pauvre homme. Donc voilà, comment on fait quand je dis, mais bon papa, pourquoi tu y allais? Eh bien, on m'aurait tué si je n'y étais pas allé. C'était ça aussi la réalité. Donc ça, et par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, je n'ai pas en mémoire des actes de résistance non violente. Est-ce que vous pouvez nous en donner? Alors, bien sûr, on ne réécrit pas l'histoire et on ne jette pas la pierre, surtout ici, à ceux qui ont eu le courage aussi de résister par les moyens qu'ils estimaient justes, possibles, efficaces à cette époque-là, et que l'on voit encore aujourd'hui. Donc l'histoire se répète aussi par manque d'investissement, comme j'essayais de l'expliquer, dans la non-violence. Le fait que nous n'investissons pas dans la non-violence fait que chaque fois qu'il y a un conflit, un gros problème, que ce soit un fait de société, que ce soit un conflit international, nous n'avons que les instruments de la violence armée, de la guerre, pour résister, pour se défendre, pour faire face. Et y compris sur un plan sociétal dans notre pays, avec tous les faits divers de violence que l'on n'analyse pas, qui se répètent. Parce que précisément, on n'a pas suffisamment... Bon, après, il y a des violences structurelles qui font que... des violences d'injustice qui entraînent d'autres phénomènes de violence. On pourra y revenir. Mais alors, pour tout ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, alors dans de nombreux pays d'Europe, alors il y a un livre qui est remarquable, qui a été écrit il y a déjà plus de 30 ans, de Jacques Semlin. « Sans armes face à Hitler, la résistance civile en Europe sous l'occupation nazie ». 1940-1943. Il analyse les nombreux cas de résistance civile, souvent méconnus, et qui ont eu, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, une efficacité. Juste un exemple, parce qu'il est simple à comprendre. À Nancy, bon, là on revient en France, à Nancy, 7 policiers rattachés à la préfecture ont saboté les rafles prévues dans la population juive. Ils ont désobéi. Ils ont eu le courage de désobéir aux ordres qui leur étaient donnés, de ficher, de prévenir, de rafler, etc. Et donc, grâce à eux, des centaines de familles, à Nancy en tout cas, ont pu être sauvées. Il y a bien d'autres exemples, mais dans toute l'Europe, et en France aussi, c'est peut-être pas assez connu. Et là aussi, Jacques Semlin, historien, a fait un très très gros travail pour montrer toutes les actions de solidarité, notamment envers les familles persécutées, les familles juives persécutées,
et c'était des formes de résistance non violente, finalement. Hein. Ensuite, il y a des protestations d'institutions comme les églises dans tel ou tel pays, église catholique, église protestante, en Norvège, en Suède, au Danemark, qui ont eu leur effet, parce que c'était des institutions reconnues. Il y a eu des manifestations, des grèves de la part de telle ou telle catégorie de la population. Et quand je citais le général britannique Basil Liddell-Hart qui avait interrogé les généraux allemands, il faisait référence précisément à ces initiatives-là, sur lesquelles ils n'avaient pas de maîtrise, ils n'avaient pas de prise. Donc, je ne dis pas, c'est là où il faut être toujours humble, tout en affichant de fortes convictions, on peut rester humble face à la réalité, face aux réalités d'aujourd'hui comme celles d'hier. Je ne dis pas que la résistance non violente, la lutte non violente ou la non-violence est toujours possible. Elle n'est pas toujours possible parce que précisément, ce n'est pas dans notre culture aussi. Et que très spontanément, face à une agression, qu'elle soit individuelle, qu'elle soit à l'échelle d'une nation, notre premier réflexe, c'est on va prendre les armes, aux armes citoyens. Et donc, mais on se rend compte quand même que malgré tout, il y a de nombreux exemples de résistance civile, y compris dans des situations de pire oppression, là où on pensait que c'était juste impossible. Bon, et ensuite, il y a les nombreuses luttes non violentes, les nombreuses résistances civiles qui, elles, ont été, je dirais, choisies, organisées, planifiées. Nous avons aujourd'hui des instituts, des académies, notamment aux États-Unis, qui travaillent de façon scientifique la question de la résistance civile, de façon à former le maximum d'activistes partout dans le monde où il y a des oppressions, où il y a des dictatures, des tyrannies, et de façon à apprendre, à former des personnes à agir. Les gens veulent agir, veulent se révolter, comme on le disait tout à l'heure, mais comment ? Et comment ne pas répéter les erreurs du passé ? On a besoin de formation, de stratégie. Et donc la non-violence, qui déjà du temps de Gandhi était conçue comme une science, mais Gandhi pour lui c'était une expérience. Il parlait souvent d'expérience de la non-violence. Mes expérimentations avec la vérité, disait-il. Mais depuis Gandhi, il s'est écoulé 100 ans, oui, à peu près 100 ans, et on a progressé dans la connaissance des ressorts du pouvoir. Qu'est-ce qui fonde le pouvoir d'un tyran ? Qu'est-ce qui fait qu'un tyran peut durer pendant des années, des décennies éventuellement ? L'analyse qui avait été d'ailleurs déjà élaborée par Étienne de la Boétie, philosophe du XVIe siècle, c'est que ce tyran, ce dictateur ne peut perdurer que s'il a le consentement, l'obéissance, la résignation de la majorité. Et donc toute la stratégie de la lutte non violente, c'est précisément de sortir de cette résignation. Martin Luther King, il n'a pas fait autre chose que d'essayer d'abord de réveiller l'agressivité de ses compatriotes de la communauté noire qui étaient soumis, qui étaient endormis, qui acceptaient l'injustice depuis des décennies. Il a fallu réveiller cette agressivité, leur faire prendre conscience de l'injustice et qu'elle était intolérable. Mais ensuite, une fois que l'agressivité et la prise de conscience est là, il faut canaliser si on ne veut pas que ça déborde en émeutes. Et il y a eu des émeutes. Il n'y a pas d'idéalisation de la non-violence. Au temps de Gandhi, il y a beaucoup de luttes non-violentes qui ont aussi dérapé dans la violence et dans les massacres. Ce n'est pas un idéal absolu. La non-violence, elle se met en marche à partir de la réalité des violences. Et ce n'est qu'à partir de la réalité des violences qu'il est possible d'essayer de la dépasser. On n'y arrive pas toujours, évidemment. On n'y arrive pas toujours. Il peut y avoir des échecs. Et il y a eu des échecs. Mais en comparaison des échecs de la violence dont j'ai parlé. Et donc,
voilà, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la non-violence, la résistance civile est enseignée. Elle est enseignée dans l'université académique du Liban. Je suis invité depuis 3 ans à donner des cours en visio à un public d'étudiants de plusieurs pays du monde arabe. Bien d'autres collaborateurs dans le monde participent à ces cours. Il va y avoir des formations également qui vont se mettre en place d'ici 1 ou 2 ans pour le monde africain, francophone. Là aussi, il y a tout un programme qui est en cours d'élaboration pour expliquer, enseigner, préparer les futures actions, les futures mobilisations, mais avec les gens du terrain, qui connaissent le terrain, qui connaissent la situation. Hein. On n'est plus à l'époque où c'est le blanc qui vient donner des leçons à la population indigène. On n'est pas dans ce schéma-là. C'est avec eux qu'on va construire les programmes de formation déjà, et ensuite les initiatives qui seront prises. Donc on progresse. Voilà, je pense que depuis 20 ans, malgré tout, depuis cette résolution de l'ONU, la non-violence a progressé, mais en même temps, la violence ne lâche rien. Si j'ai envie de le dire simplement. La violence ne lâche rien parce que tous les outils de la violence sont toujours disponibles, sont là, on investit de plus en plus. La guerre est là, l'Europe se militarise, la France dépense des sommes astronomiques pour l'armement. La loi de programmation militaire 2025-2030, c'est 413 milliards d'euros. 413 milliards d'euros. Ça n'a pas fait la une des journaux. Et ça n'a pas fait la une parce que c'est une demi-journée au Parlement de débat, pas plus. 413 milliards d'euros. Alors qu'on est là, dans nos luttes, à essayer de grappiller 1 milliard par-ci, 2 milliards par-là, pour tel ou tel projet, telle ou telle réforme. 413 milliards d'euros pour la défense, la dissuasion nucléaire, les programmes d'armement. Voilà, donc il y a tout un système, un complexe militaro-industriel. On investit dans la violence, on investit dans la guerre. Où sont les programmes d'éducation à la non-violence? C'est pourtant inscrit dans la loi, dans les programmes de l'éducation nationale. Où sont les formations des enseignants? Voilà, donc il y a bien 2 poids, 2 mesures. Et tant que la non-violence ne bénéficie pas d'investissement pour le moyen et le long terme, nous serons toujours à court terme avec les outils de la violence. Voilà. Oui, alors en effet, on a parlé des guerres, c'est quelque chose de dramatique, mais on constate aussi que la violence, elle est tous les jours dans notre quotidien. Des jeunes qui se donnent des coups de couteau, pour un oui, pour un non. On va faire nos courses, on tombe sur une querelle violente. Alors je vieillis, mais quand j'entends les jeunes, je trouve qu'ils parlent avec une énorme violence entre eux. Alors quand je dis à ma fille, elle fait « Maman, c'est rien, c'est le langage naturel, c'est encore pire quand on est au lycée ». Je sais pas d'où ça vient, où on va, ce qu'on peut faire. Oui, je peux faire le même constat que vous. Hein, les faits divers qui alimentent l'actualité quotidienne. S'il n'y avait pas les faits divers et les guerres, on se demande de quoi les médias parleraient d'ailleurs, hein, quelque part. En tout cas, on ne parle pas de toutes celles et tous ceux qui, sans les caméras ou loin des caméras, s'investissent dans les quartiers, dans les associations, dans les établissements scolaires, pour prendre à bras le corps la question de la violence. Parce que c'est ça dont il s'agit de la prendre à bras le corps. Il ne s'agit pas de la fuir, de la nier, de l'édulcorer. Et de construire des projets, de construire des formations de façon à investir pour l'avenir et à essayer de trouver des solutions aussi immédiates, à court terme. Donc, la question de... En effet, est-ce que je me fais des illusions ou est-ce qu'il y a vraiment une
recrudescence de violence? Est-ce que les gens sont violents? Alors ça, c'est une vaste question. Y a-t-il plus de violence aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Elle est davantage médiatisée, ça c'est sûr. Quand on regarde les dégâts des cartels de la drogue, il faut reconnaître que la violence, elle monte. Elle monte chez les jeunes, les camps, ils exploitent, ils les payent. Alors, moi, je ne suis pas sociologue, mais on a le sentiment, on a une perception qui fait qu'effectivement, à l'écoute des médias, de la radio, de la télévision, de ce que l'on peut voir, effectivement, on a l'impression de baigner effectivement dans un univers de langage et d'actes effectivement violents. Mais là aussi, quand il y a... comment dire... D'où vient cette violence? D'où vient ce mal-être? Est-ce que l'école n'a pas aussi sa part de responsabilité? Quand je dis l'école, c'est l'institution qui délaisse ses enseignants avec des classes trop chargées, sans formation. Tel type de société génère tel type d'école et dans Évidemment. On va accuser l'école, même là, vous êtes accuser l'école, mais tel type de société aussi génère. La société, d'une manière générale, effectivement, de façon systémique, de façon structurelle, est violente. Parce que c'est un système économique, c'est un système politique qui impose des exclusions, des discriminations, de la misère. Donc, on ne peut pas imaginer dans cette société aussi inégalitaire, avec autant d'exclusions et de discriminations, y compris dans les quartiers, et notamment dans les quartiers dits populaires, que spontanément, ça se passe bien. Ça serait étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage, à la limite, eu égard à la somme des violences structurelles qui sont imposées à la jeunesse, à des familles, à de nombreuses populations, qu'il n'y ait pas davantage de violence même. Alors quand il y a eu les émeutes, bon ben voilà, à un moment donné, moi je dis les émeutes, c'est la facture que paye la société à un moment donné pour ne pas avoir investi dans la prévention. On a supprimé la police dite de proximité, qui avait été mise en place à la fin des années 90 sous Lionel Jospin, je crois, qui était Premier ministre à ce moment-là. Après, elle a été supprimée. Il y a des tas de programmes éducatifs comme ça qui n'ont pas vu le jour. Enfin bref, voilà, c'est... Les émeutes, on les a connues l'an dernier, ben voilà, c'est la cocotte minute, quoi. Ça explose, mais c'est quasiment inévitable. Et qu'est-ce qu'on oppose aux émeutes? Un surcroît de répression, parce qu'à ce moment-là, le seul but, c'est de rétablir l'ordre. Et donc, c'est la violence de la répression. Ça finit toujours par se calmer, par s'arrêter. Mais est-ce qu'on a résolu le problème? Est-ce qu'on a investi pour l'avenir? Quelles sont les leçons qu'on a tirées des émeutes qui ont eu lieu là, il n'y a même pas un an? Où a-t-on entendu des prises de conscience, des réformes, des programmes, des projets pour ces quartiers? Très peu à l'égard de tout ce qu'il faudrait investir. Des cours d'empathie, ils ont parlé de cours d'empathie alors. Mais oui, mais les cours d'empathie, le problème, c'est qu'on va chercher, on va picorer à droite, à gauche, notamment dans les pays scandinaves, on va picorer des éléments qui fonctionnent bien. Mais là-bas, c'est pas parce qu'il y a des cours d'empathie que le climat scolaire est beaucoup plus positif pour tout le monde, les élèves, les enseignants. C'est tout un système qui fait que de la maternelle à l'université, il y a des formations à la non-violence, à la gestion des conflits. Il y a un travail spécifique sur l'estime de soi, sur la prise de parole. Bref, les enfants baignent depuis tout petit dans un univers qui les écoute, qui prend en compte leurs besoins. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des cours d'empathie. Mais aller mettre des cours d'empathie dans une institution qui est ultra violente, comme l'institution scolaire, je suis désolé, ça ne marchera pas. Je crois que vous ne voulez pas
sous-estimer aussi l'influence des réseaux sociaux et des écrans. Le nombre d'heures passées, en moyenne 6 meurtres. Ah oui. En moyenne, et il y a bien longtemps, j'avais lu ça, là c'était aux États-Unis, et je parle de ça il y a au moins 20 ans. En moyenne, 6 actes violents, un crime par heure. Un enfant américain, alors là je parle des États-Unis, mais je pense qu'on peut transposer aussi en France, un enfant américain qui regardait en moyenne les écrans 6 à 7 heures par jour, était exposé à l'âge de 18 ans, il avait vu, je ne sais plus si c'est pas 180 000 actes violents et tout ça. Et ça, c'est quand même aussi, bon, l'amplification, je ne sais pas si c'est le monde est plus violent qu'avant, j'en sais rien, parce que quand on lit, ou même des romans du 19e ou tout ça, ou je ne sais pas, il y avait une sacrée violence aussi, puis les bandits de grand chemin, ça existait, simplement, ce n'était pas médiatisé. Mais je pense que, bon, les enfants, je pense qu'aussi, voilà, il y a en effet, plus même nous, les débats qui peuvent être conflictuels se transforment maintenant plutôt en invectives. Et pour un tas peut-être de jeunes qui vont avoir recours aux armes violentes, c'est parce qu'il n'y a pas assez les mots. Hein. Quand on vit avec relativement, alors bien sûr que l'école là a un rôle énorme à jouer, mais il n'y a pas que l'école. Quand on n'a pas les mots, ben on a voilà la violence des voilà. Enfin, oui, moi je crois beaucoup à l'éducation, bien entendu. Je pense que bon, votre exposé il est formidable pour la prise de conscience, pour te dire bon, mais oui, c'est vrai, il a raison, c'est juste tout ça, bien sûr, il faut passer par ça. Et donc, prendre le temps, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, on est dans une société qui demande à réagir, à surréagir, à donner son avis sur tout. Moi, j'avais des élèves. Bon, leur parole valait celle du prof, parce que c'est mon choix, c'est mon droit, je parle, je m'exprime, bon, voilà. On est là-dedans, donc c'est des luttes d'ego. Donc, ça demande un travail sur soi, beaucoup. Le point de départ, c'est ça, c'est de réfléchir et de travailler sur soi, d'abord, partir de là, et après, la famille, l'école, la société, tout ça, ça s'accroît. Mais le point de départ, il doit être individuel. Alors, moi, je ne pense pas que le point de départ doit être que individuel. Ça peut être une démarche qui s'entend, une démarche personnelle, effectivement, qui peut correspondre aussi à des moments de vie. Il y a des moments de vie où on a davantage envie de se ressourcer, de faire le point, de lire, de méditer éventuellement. Bon. Et puis, il y a d'autres moments où on est davantage dans l'action avec les autres. Et c'est aussi dans l'action avec les autres qu'on se transforme. C'est dans l'adversité aussi que parfois se passent des phénomènes qui font qu'on comprend mieux certaines choses. C'est pour ça que la non-violence, ça n'a rien d'un idéal désincarné. La non-violence, elle est née au cœur des pires violences qui pouvaient exister dans ce début du XXe siècle. Et puis, il y a toujours eu, même si on n'appelait pas cela non-violence, il y a toujours eu ce qu'on appelait des témoins, des personnes, des groupes, y compris spirituels, religieux, qui, au nom de leur foi, ont pris aussi les plus grands risques sans vouloir trahir leurs convictions. Donc, je crois que voilà, il y a un système de valeurs qui est important dans la non-violence. Et puis, il y a un engagement, mais cet engagement, il n'est pas solitaire, il est forcément avec d'autres, dans une association, un groupe, un mouvement. Et c'est à partir de là qu'effectivement, on peut mieux comprendre encore, je dirais, ce qu'est la non-violence. On n'apprend pas la non-violence en lisant mon livre, hein, même si vous pouvez le lire. C'est un livre plutôt d'histoire de l'idée du mot et de l'idée de non-violence. Mais on apprend la non-violence en agissant par la non-violence, en étant acteur, en se confrontant à la violence des autres, y compris la violence parfois de la matraque.
qui peut arriver dans certaines des actions et de plus en plus aujourd'hui. Donc c'est là qu'on éprouve, je dirais, toute la force de la non-violence, parce qu'il y a la peur qui inévitablement est là, et c'est à partir du moment où on arrive quelque part avec cette peur, à ne pas succomber à cette peur, parce que la peur conseille la fuite ou conseille la contre-violence. À partir du moment où on arrive à maîtriser cette peur, eh bien, je crois que là, on est déjà dans une démarche active de non-violence. J'ai une autre question. Bonsoir. Avant d'arriver à ma question, qui est de tout un autre genre, il ne faut pas oublier quand même que depuis 40 ans, on utilise la violence à des fins politiciennes et électoralistes. Et si on regarde les 20 dernières années, l'augmentation de la violence n'est pas probante. Il y a des pics et il y a des secteurs où il y a la violence augmentée, mais depuis 20 ans, il n'y a pas une augmentation de violence aussi importante. Il faut attacher cela à ce que j'ai dit précédemment. Je fais partie d'une association qui s'appelle le CRI. Et nous sommes, nous, abolitionnistes de la prison. Donc, nous pratiquons la non-violence dans un secteur où la plupart des gens ne s'y intéressent pas. La violence qu'il y a dans la prison, personne ne s'en occupe. Et pourtant, si on s'occupait sérieusement du problème de la prison, on résoudrait pas la violence en général, mais on ferait un grand pas vers la non-violence. Aujourd'hui, les gens souffrent juste pour qu'on se déculpabilise en les enfermant. Et si on réfléchit à ça, et si on trouve des réponses à ça, eh bien, on va trouver des réponses à la non-violence. Alors, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. L'enfermement carcéral, c'est une des pires violences, je pense, qu'on puisse infliger à un être humain, priver quelqu'un de liberté. Alors, parfois, il y a des situations limites qui font que on n'a pas trop le choix, parce qu'il faut protéger aussi le reste de la société. Mais les prisons sont surpeuplées. Les prisonniers sont dans des conditions de vie totalement indignes, et la France est d'ailleurs pointée du doigt chaque année dans les rapports d'Amnesty International sur cette question. Donc c'est pas une solution durable, et bon, on le sait, et pourtant on continue à enfermer parce qu'on n'investit pas non plus dans une autre forme de justice. On est toujours dans une justice punitive et non pas réparatrice. Et donc, voilà, sauf à quelques exceptions près. Il y a ici ou là des alternatives à la prison, des travaux dits d'intérêt généraux, etc. Et d'autres que je connais moins. Mais il n'empêche que la règle, c'est quand même la prison, l'enfermement, la privation de liberté. Et combien de récidives après tant d'années de prison? Vous le savez aussi bien que moi. Donc, c'est un échec. C'est aussi un échec de la violence. Un échec de certaines formes de répression, mais voilà, on ne veut pas le voir, on ne veut pas... où sont les caméras pour filmer ce qui se passe dans les prisons? C'est un peu comme les abattoirs. Hein? Il suffit qu'il y ait une caméra qui soit introduite dans un abattoir pour que tout de suite on prenne conscience de l'horreur de ce qui était infligé aux animaux dans les abattoirs. Et là, il se passe quelque chose. Donc voilà, on ne veut pas voir... et ça arrange bien tout le monde, finalement. Après, dans le cadre de la non-violence, il peut arriver des situations où aller en prison, c'est quelque chose de voulu, quelque part. Je prends l'exemple de Gandhi parce qu'il est très connu, la marche du sel, des centaines de milliers de personnes qui désobéissent à la loi qui interdit de ramasser son propre sel dans l'océan Indien pour le commercialiser, le vendre. Il fallait payer une taxe. On refuse de payer la taxe, on ramasse son propre sel, on est emprisonné. 60 000 personnes en 1930 sont en prison.
Donc les prisons sont pleines, volontairement, et la désobéissance continue. Et donc à ce moment-là, c'est l'échec du pouvoir. Quand la désobéissance continue alors que les prisons sont pleines, qu'est-ce qui reste au pouvoir à part négocier? Et c'est ce qui s'est passé. Bon, c'était juste une parenthèse pour dire que... Mais Thoreau, Henri David Thoreau disait que sous un gouvernement qui emprisonne injustement, la véritable place d'un homme juste est en prison. Quand un gouvernement emprisonne injustement. Bon, donc voilà. Mais pour revenir à votre sujet, effectivement, il y a un vrai scandale. Et ça fait partie des violences structurelles qui ne sont toujours pas traitées dans notre société. Sur la récidive, juste, c'est de 40 à 62% sur un parcours traditionnel de récidive. Par contre, les gens qui passent par des communautés comme Emmaüs, ça va de 2 à 0%. Oui. La justice Donc la restaurative, la situation en justice Russie est en chance. Parce qu'il y a beaucoup de gens en prison. Oui. Donc il y a un petit espoir. Oui, alors non. Alors, Merci. Je suis assez catastrophé également par les 413 milliards dont vous parliez tout à l'heure pour le plan de réarmement, etc. On observe avec la conjoncture actuelle donc cette course à l'armement un peu partout, que je déplore profondément. Qu'est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui? Parce que moi j'en discute avec des copains et je manque d'arguments. Qu'est-ce qu'on peut répondre aujourd'hui à des gens qui nous disent mais oui, mais il faut bien, tu connais le dicton, si tu veux la paix, prépare la guerre, et donc tu veux pas non plus qu'il n'y ait plus d'armée en France, en Europe, on va se faire manger par l'homme russe ou peut-être un autre plus tard, donc c'est une nécessité absolue si tu veux être tranquille avec une démocratie comme chez nous. Quels arguments vous avez par rapport à ça? Merci. À partir du moment où on raisonne avec ce vieux dicton romain, effectivement, si tu veux la paix, prépare la guerre, en préparant la guerre, on obtient la guerre. Et ça a toujours été comme ça. Donc si tu veux la paix, prépare la paix. Et c'est dans ce cadre-là que, effectivement, s'inscrit la démarche de la non-violence. Préparer la paix avec les armes de la paix. Alors bon, en France, c'est pas nouveau. On est un pays de grande tradition militaire. Culturellement, historiquement, les héros que nous pouvons retrouver dans nos livres d'histoire sont surtout des héros guerriers. Ça ne change pas trop. Bon. Tout cet investissement, c'est un investissement pour le complexe militaro-industriel, pour l'industrie de la défense. Et donc, ça fait travailler des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui n'ont, pour beaucoup d'entre elles, compte tenu de toute la hiérarchie, de toutes les entreprises annexes, etc., n'ont pas forcément conscience de travailler pour des programmes d'armement, y compris ici à Toulouse. Donc c'est toute une chaîne qui s'auto-alimente c'est le système capitaliste finalement, pour produire, pour vendre. Donc effectivement, on vend des armes. On en fabrique pour, soi-disant, notre propre défense, mais en même temps, on en fabrique suffisamment pour pouvoir en exporter, et ça se vend bien, ça se vend très très bien. La France est le 3e marchand d'armes au monde aujourd'hui. Voilà, c'est un choix de société. C'est presque une économie de guerre. D'ailleurs, Macron, le président, l'a annoncé. Il veut qu'on, à la faveur de cette loi de programmation militaire, qu'on entre dans une économie de guerre. Et donc, on prépare les esprits à la guerre. C'est pas simplement le fait qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui fait que les menaces se font plus proches. C'est que on se demande si, avec ce président, il n'a pas trop, il n'aurait pas envie de rester un petit peu dans l'histoire, lui aussi, en étant un chef de guerre. Je ne sais pas si je force le trait, je ne sais pas, je me pose des questions.
lorsqu'en 2017, il a été élu président de la République, pour la première fois, un président a défilé, non pas dans une voiture banalisée civile, mais sur un blindé, un petit blindé, avec un général à ses côtés, si je me souviens bien. C'était la première fois qu'on le voyait. Donc je crois que ça remonte assez loin, cette idée chez Macron de réinstaurer un climat de guerre. Il y a le service national universel qu'il tente difficilement de généraliser, et donc il est toujours en phase d'expérimentation, mais il aura beaucoup de mal à le généraliser. Mais là aussi, on est dans une logique de cette jeunesse, elle est turbulente, eh ben, on va la mater avec le service national universel. Lever du drapeau, la Marseillaise, etc., quoi. Encadrement militaire, il n'y a pas les armes, mais mais on parle de plus en plus de rétablir le service militaire. Donc il y a tout un climat qui est en train de se créer. Je pense que c'est intéressant de s'intéresser à comment on arrive à au début d'une première guerre mondiale ou au début d'une deuxième guerre mondiale. Quand on voit les chiffres, après on se dit mais comment ça a pu être possible? Mais je pense que c'est possible qu'à partir du moment où on s'intéresse aux années qui précèdent et au climat qui s'instaure à ce moment-là, qui fait que petit à petit on instille dans les esprits qu'il y a un ennemi, et un ennemi qui est dangereux, un ennemi qui nous veut du mal, et petit à petit nos barrières tombent. Et on finit par accepter ce qu'on n'aurait pas accepté il y a ne serait-ce que 3 ans ou 5 ans. Donc voilà, il y a tout un travail en profondeur qui est en train de se faire actuellement, qui m'inquiète beaucoup personnellement, sur faire accepter à la société que la guerre, elle est en Ukraine, mais que demain, elle pourrait être chez nous, elle pourrait être dans notre pays. Et Macron, d'ailleurs, ne se gêne pas pour dire qu'il aimerait bien envoyer des troupes, des soldats mourir en Ukraine. Voilà, donc... Est-ce que le contexte géopolitique n'a pas aussi changé? Parce qu'il y a quand même eu aussi la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire que oui, la fin de la Première Guerre mondiale a peut-être fait le traité de Versailles et tout ça a peut-être conduit à... Pas peut-être, sûrement. Est-ce que là, d'abord, depuis 80 ans, on a la chance d'être, nous, en France, bien en France, dans un climat de paix. C'est quand même là, depuis ces quelques années, même avant l'arrivée de Macron, déjà, par exemple, Poutine, pour revenir à la Russie, Poutine, il commence la deuxième guerre de Tchétchénie. Et puis, il y a la Géorgie, et puis, il y a quand même peut-être aussi, en dehors, c'est pas contre les choix de Macron, mais je veux dire, en dehors de la situation française, alors en effet, là, c'est catastrophique de penser qu'on va peut-être dépenser 413 milliards pour l'armement. Ça me fait mal, en effet, quand j'entends à la radio que voilà, le budget militaire qui était, on passe de 2% à, je ne sais pas, 4% du PIB. Ça fait très mal en 2023. Mais là, je vais dire, je pense qu'il y a aussi... il faut voir en dehors de la France, c'est un contexte géopolitique, même pour la Chine, Taïwan, la chose. Voilà, autre chose, plus élargir. C'est bon, on renverse peut-être un petit peu les choses. C'est-à-dire que, est-ce que c'est la France qui génère le climat de guerre? Non, mais on peut toujours trouver des prétextes, on peut toujours trouver des bonnes raisons dans le contexte international qui font que. Mais personnellement, je trouve cela très inquiétant et je suis pas sûr qu'on soit dans une démarche de construction de la paix. Ben oui. Donc, alors, il ne s'agit pas de justifier, de prendre pour argent comptant tout ce que dit Poutine, évidemment, et les raisons qu'il invoque pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Évidemment, non. Mais il n'empêche qu'on a raté quelque chose en 1990, quand l'Union soviétique s'est effondrée. On a bien raté quelque chose, là. Et c'est bien nous, les Occidentaux, l'OTAN, qui avons raté le tournant. Il n'y avait plus d'ennemis, là, pour le coup. Il n'y avait plus d'ennemis. Le pacte de Varsovie s'était effondré.
Il n'y avait plus de menace sur l'Europe occidentale. Qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là pour essayer de construire une sécurité commune à l'échelle de l'Europe, en incluant la Russie, pour progressivement, par la voie de la coopération, de l'intégration, favoriser la démocratie, etc., et la coopération économique? On n'a rien fait. Au contraire, l'OTAN a continué à s'élargir. Je ne dis pas n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc, du point de vue russe, ça peut aussi apparaître comme une menace. Et quand on a un type comme Poutine qui ne rêve que de ressusciter l'ancien empire soviétique, voilà, on n'a pas pris assez en compte qui était Poutine, certainement, il y a 20 ans quand il a pris le pouvoir. Et on lui a fourni des arguments, même s'ils sont fallacieux, quelque part de notre point de vue, mais on lui en a donné suffisamment pour que lui, du point de vue de sa population, justifie les efforts de guerre. C'est ça le problème. Il a commencé par agresser. Mais oui, mais je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nous? C'est ça, nous, on est en France, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour éviter d'arriver à ce climat et à cette situation de guerre aujourd'hui? Bon, donc, sachons aussi reconnaître nos erreurs. Après, en tant que citoyen, moi je soutiens évidemment tous les dissidents, tous les opposants, tous les démocrates qui en Russie courageusement s'opposent au système. Il n'y a que par eux qu'une solution puisse parvenir à faire tomber cette dictature et stopper ces élans de guerre. La solution ne peut venir que de là. De même en Israël, tant que la population israélienne soutient, et je ne sais pas si elle le soutient massivement, ce gouvernement d'extrême droite, donc voilà, je pense que c'est à partir de la prise de conscience que ce gouvernement israélien mène le pays dans l'impasse, dans la guerre et dans le suicide quasiment, que la population israélienne peut un jour faire tomber ce gouvernement, ce système, et construire un autre avenir avec les Palestiniens. Les Palestiniens, ils ont pratiquement tout essayé depuis 50 ans, hein, y compris la non-violence, et avec des actions remarquables de non-violence. Et les Israéliens, ce sont les premiers à avoir traité les militants non-violents de terroristes. Ce sont les premiers à l'échelle internationale. Donc, faut pas l'oublier parce que ça prouve bien que la non-violence, pour eux, c'était beaucoup plus dangereux d'avoir des militants palestiniens, des Palestiniens non-violents. C'était beaucoup plus dangereux que des Palestiniens qui jettent des pierres ou qui font des attentats comme on l'a vu le 7 octobre. Donc voilà, je crois que c'est dans chaque pays que chaque peuple peut trouver les ressorts et les ressources pour résister et construire un autre avenir. Donc le boycott, vous avez pas, je pense, puisque vous avez... Boycott et... Je reprends la parole parce que je pense que... Il faut laisser parler aussi les autres, hein. C'est important. Hein. Sinon, c'est pas non violent. Hein. Sinon, c'est de la violence. Les autres peuvent prendre la parole aussi. Moi, je pense au boycott BDS, hein, soutenez pour le boycott étant une forme d'arme peut-être non violente, pour boycott des investissements en sanctions contre l'action d'Israël, boycotter Carrefour aussi, qui soutient Tzahal. Quelqu'un d'autre veut parler, je ne pourrais pas monopoliser non plus. Je vais faire engueuler. C'est le point de vue. Moi, je voudrais donner quand même une note. Je voudrais revenir à un niveau plus local, parce que la politique, ça me dépasse un petit peu, je dois dire, c'est très compliqué. Et vous avez bien nuancé un petit peu la situation, je trouve aussi, hein, en disant bon, il faut regarder un peu ce que nous on fait. Voilà, bon, je suis d'accord avec ça. Un exemple on a parlé des prisons, de la justice restaurative, mais tout le monde sait ce que c'est. Je trouve que c'est un très bel exemple avec le film qu'on a vu, Je verrai toujours mon visage. Voilà. On met en relation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des victimes et des agresseurs. Voilà. Et le dialogue se noue, les personnes qui ont agressé prennent conscience de leur violence et s'en guérissent, et je trouve ça très beau. Donc c'est assez exemplaire.
Il y a beaucoup de On a menaces. pardonné aussi aux gens qui ont apprécié dans les... Ah, vous avez une question? Moi, je parle au micro. Vous avez parlé des armes de la paix. Vous pouvez développer un peu, donner des exemples, concrétiser? Alors, c'est une expression qu'on emploie souvent pour montrer que la paix, c'est pas simplement un idéal ou des bons sentiments, c'est aussi un combat. Un combat, mais avec d'autres armes, donc les armes de la non-violence. Donc voilà, j'ai parlé des situations d'oppression où il était possible, en tout cas l'histoire a montré que des résistances non violentes étaient possibles, pas simplement des témoignages, mais des résistances structurées, efficaces, qui participent à la construction de la paix aussi à leur niveau. Aujourd'hui, quand on voit la situation internationale, effectivement, qui est dominée par pas mal de conflits, mais il y a aussi des conflits dont on ne parle pas, qui sont absolument abominables, hein, en Afrique notamment, au Yémen. Bon, voilà, il y a des endroits où les caméras n'y sont pas, où ça ne nous intéresse pas. Alors, il y a une forme d'action dont je n'ai pas parlé, qui me semble intéressante aussi à connaître, c'est ce qu'on appelle l'intervention civile de paix. L'intervention civile de paix, le CCFD connaît bien, ça existe depuis une trentaine d'années, depuis les années 90, ça a commencé dans les années 90. Ce sont des personnes qui sont formées aux techniques et aux méthodes de l'action non violente et de la médiation notamment, pour intervenir dans des zones de conflit, mais intervenir à l'appel d'organisations, d'ONG qui sont sur place. Intervenir pour quoi faire? Eh bien pour faire en sorte que quand il y a un conflit interethnique, par exemple, entre deux groupes qui se trucident allègrement, eh bien... et que le gouvernement est dépassé par la situation, ou que le gouvernement même éventuellement est d'un côté du conflit, eh bien ces personnes sont missionnées en quelque sorte pour travailler sur des actions de médiation, de rencontres entre les parties en conflit, de façon à construire petit à petit des processus de dialogue qui peuvent amener éventuellement jusqu'à la réconciliation, mais ça c'est la voie ultime, mais en tout cas qui permettent de faire de la désescalade. Donc ça s'appelle l'intervention civile de paix. L'ONU aujourd'hui soutient fortement les ONG qui pratiquent l'intervention civile de paix. Il y a même un diplôme universitaire en France qui s'appelle le DU Intervention civile de paix, qui est à Paris, je crois que c'est à l'Institut catholique de Paris, qui est donc un diplôme qui reconnaît une formation que vous avez menée, théorique et pratique, vous permettant de candidater auprès d'ONG pour participer en Colombie, au Guatemala, dans tel ou tel pays où il y a des conflits, et participer donc à des missions d'observation, de médiation. Voilà, donc ça c'est quelque chose de nouveau depuis 20 ans. J'en ai pas parlé dans les signes d'espoir, mais je pense que c'est quelque chose qui commence à s'étendre. C'est une alternative en quelque sorte à l'intervention militaire. Il est arrivé que les Occidentaux fassent des interventions militaires pour soi-disant résoudre des conflits. Souvent, ça n'a fait qu'empirer la situation. On l'a vu en Irak, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu dans pas mal de pays. Et c'est une alternative aussi à l'intervention purement humanitaire. Voilà, donc là on est bien sur un processus qui vise à faire en sorte que les deux parties en conflit puissent retrouver le chemin du dialogue, de l'entente et faire la désescalade. Voilà, ça c'est une initiative importante. Intervention civile de paix. Alors on va s'arrêter là. Désolée pour les dernières questions, mais déjà on a dépassé votre horaire et je ne voudrais pas abuser quand même. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.